Bonjour à tous, bonjour dans ce webinaire de Sphère, comment concilier innovation rapide, maîtrise des coûts et sobriété numérique. Je suis ravi de vous avoir avec moi ce soir, je dirais avec nous, parce que en fait, comment ça va se passer, c'est qu'on va passer un quart d'heure où je vais vous présenter la vision de Sphère du FinOps. Donc pour nous, FinOps, c'est à la croisée des chemins entre l'innovation rapide avec le cloud, maîtriser les coûts, mais aussi surtout créer de la valeur et réduire son impact environnemental. On va en discuter pendant trois quarts d'heure après avec nos invités. Et puis, on aura une demi-heure de questions-réponses à la fin où vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet de Zoom. Vous pouvez aussi voter pour les questions des autres et puis on tâchera d'y répondre à la fin. Petite présentation peut-être rapidement, hein, qui je suis. Moi, je suis consultant chez Sphère. Je fais le lien entre le métier, les gens du business et puis les gens de la technologie. Je suis aussi praticien FinOps, certifié par la fondation FinOps. Pourquoi j'ai passé cette certification? Parce que chez Sphère, on est à peu près 700 personnes. On fait du développement, du cloud, de la data au quotidien et du FinOps au quotidien finalement, mais un peu comme Monsieur Jourdain. Et l'idée, c'était de le faire de façon un peu plus formalisée, de participer à une prise de conscience plus large finalement sur ce sujet-là. Et pour cette prise de conscience un peu plus large, on a écrit un livre blanc. Voilà, donc vous aurez le lien pour le télécharger à la fin dans les remerciements qu'on enverra à tous les inscrits. Donc, vous pourrez le partager le plus largement possible, le lire, nous faire vos retours, et puis on fera certainement une V2 avec vos remarques. Donc, si je dois parler du FinOps, je vais d'abord vous parler du cloud, parce que le cloud, pour nous, c'est le meilleur allié de la transformation numérique. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Le cloud, c'est la garantie de la rapidité, c'est de l'agilité, de la flexibilité pour mettre ce que vous voulez en œuvre. C'est les innovations aussi, parce que les premières innovations technologiques, finalement, arrivent d'abord chez les offres de cloud, avant d'arriver dans les logiciels on-premise. Le cloud, on est aussi data-centric, hein, c'est vraiment la donnée au cœur du système d'information, contrairement, parce qu'on est né sur l'idée que la donnée, finalement, pouvait valoriser l'ensemble de votre patrimoine. C'est l'ubiquité, hein, quand on est dans le cloud, on peut se déployer partout. Et puis enfin, c'est l'ouverture avec des API et la possibilité, finalement, d'aller se connecter à un ensemble de services et de créer un système d'information hybride, que ce soit avec des outils SaaS, que ce soit avec ce que vous avez on-premise ou avec des partenaires. Donc, on a toute cette flexibilité. Ce n'est pas étonnant finalement que les dépenses cloud augmentent. Là, je vous ai mis des chiffres IDC pour montrer sur 10 ans la progression de la dépense voilà, sur l'ensemble des services cloud. Hein. Donc, on n'est pas que sur de l'infra-cloud. Mais regardez, IDC mesure les dépenses cloud à plus de 230 milliards de dollars en 2019. Sachant qu'il y a plus d'un tiers de ce montant-là qui va chez AWS, chez Google, chez Microsoft, chez Salesforce et Oracle. Ah, ce sont des montants énormes. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les budgets dans les entreprises augmentent aussi forcément dans cette dépense cloud. De plus en plus d'entreprises s'y mettent, donc la dépense augmente, mais à l'intérieur des entreprises, les dépenses augmentent. Alors, les dépenses augmentent, ça peut être une bonne nouvelle, parce que si vous créez de la valeur et que vos dépenses cloud augmentent en parallèle, tout va bien. Vous prenez le jeu Among Us qui a un succès extraordinaire, les dépenses cloud forcément s'envolent, mais c'est parce que les recettes et l'utilisation du jeu s'envolent. Voilà, donc ça peut être une très bonne nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle quand on a décidé d'avoir un budget, que ce budget est dépassé, et qu'on n'arrive pas finalement à voir le lien entre ce qu'on a dépensé et la rentabilité ou l'impact business que les dépenses qu'on a peuvent avoir. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le cloud, on peut avoir différentes sortes d'utilisations.
Le cloud, c'est un outil, c'est comme une voiture de course, hein, on peut se mettre au volant directement et puis appuyer sur le champignon, démarrer et faire des excès de vitesse, dépenser beaucoup de carburant. Voilà, il faut voir comment on va l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on parle là d'utilisation naïve ou d'usage éclairé, parce que dans une utilisation naïve, je branche mes outils de cloud, je les utilise, je ne fais pas trop attention à la façon dont je les utilise. Alors oui, on peut dépenser assez rapidement. Si on a un usage plus éclairé, finalement, ce que nous dit l'étude là de 451 Research, c'est que cet usage éclairé permet d'économiser à peu près la moitié des dépenses sur un usage, je dirais, sur un périmètre comparable. C'est-à-dire qu'on peut toujours augmenter le périmètre. Je prenais l'exemple du jeu Among Us. Si vous multipliez par 100 vos utilisateurs, si vous les multipliez par 1000, forcément, vous allez augmenter vos ressources. Voilà. Mais si vous restez sur des ressources à peu près stables et que le budget augmente, lui, de façon exponentielle, il y a un problème. Comment vous détectez ce problème? En mettant en place des outils ou une discipline. Et là, en l'occurrence, on parle de discipline de gestion des finances dans le cloud. Et vous voyez, dans cette enquête-là, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs les plus matures qui ont mis en place cette discipline-là arrivent à mieux maîtriser les dépenses de cloud. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que leurs dépenses globales se réduisent parce qu'elles sont en lien avec l'activité business, mais ça veut dire que pour la même activité business, on arrive à économiser de l'argent. Cette discipline, elle porte un nom, c'est le FinOps. C'est là où je voulais en venir. Cette discipline-là, vous voyez, elle concerne tout le monde. Nous avons une équipe FinOps, forcément, parce qu'il faut impulser cette dynamique-là. On y reviendra avec nos invités de la table ronde, mais ça concerne véritablement tout le monde parce que les responsabilités sont distribuées. Vous avez des responsabilités au niveau des ingénieurs, vous avez des responsabilités au niveau des product owners, du côté métier, des dirigeants, de la finance, des contrôleurs de gestion. L'idée, c'est que tous ces gens-là parlent le même vocabulaire. On s'entende sur les termes, que les gens du contrôle de gestion comprennent bien ce qu'est une unité de dépense dans le cloud, ce qu'est une instance réservée, etc., qui comprennent à quoi ça correspond. Et puis que tout le monde, dans les métiers, les dirigeants et puis les ingénieurs, arrive à comprendre de quoi on parle quand on se fixe des objectifs et quand on dit, voilà, tel service métier, ça va utiliser telle ressource. Donc, c'est ça le FinOps, on arrive à parler le même vocabulaire, on arrive à identifier des ressources, on a des tâches, des objectifs clairs. Par exemple, au niveau de l'équipe centralisée, on va aller faire des réservations de ressources dans le cloud pour payer moins cher. Et puis, au niveau des ingénieurs, on va faire en sorte de faire du right sizing, c'est-à-dire d'utiliser la bonne ressource bien paramétrée par rapport aux besoins. Et on aura des bénéfices pour chacune de ces parties-là. J'y reviendrai dans la suite de la présentation. Je disais, je parlais de la FinOps Foundation. On est dans le cadre d'entreprises qui se sont mises sur le cloud depuis quelques années, qui se sont dit ça serait bien de partager un certain nombre de bonnes pratiques. Et donc, ils se sont regroupés au sein de la Fondation FinOps. Ils ont commencé à parler de ces bonnes pratiques-là et à constituer un cadre un peu plus formalisé. Alors, ce cadre, il est ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre aveuglément dans l'ordre où il est, mais ça définit quand même un chemin pour l'ensemble des entreprises. Donc, ce chemin, on a d'abord des choses un peu incontournables, comme les tags, c'est-à-dire les étiquettes qu'on va appliquer aux ressources pour bien comprendre de quoi on parle et pouvoir suivre la facturation, parce que l'unité de facturation dans le cloud à la seconde, vous pouvez aller jusqu'au milliardième de dollars. Vous imaginez bien que vous avez des millions de ressources comme ça qu'il va falloir comptabiliser. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se rapporte à quoi, de façon à pouvoir montrer, donc c'est le principe du showback, ou de façon à pouvoir le facturer au service qui est demandeur, à pouvoir établir des budgets, à mettre en place des alertes.
Vous avez dans une deuxième phase tout ce qui va être détection, correction d'anomalies. On va se demander tiens, on a fait des tableaux de bord, on a vu que telle dépense, il y avait un pic. Pourquoi? Il faut absolument être capable de le détecter le plus tôt possible pour pouvoir le corriger. Il faut régler ces histoires de services sur- ou sous-utilisés, des machines qui tournent, qui sont allumées pour rien. Dans un SI traditionnel, on ne s'en aperçoit pas forcément. Ici, on doit pouvoir le voir dans le cloud. Tout ce qui est évaluation des prix, remise tarifaire pour réserver des instances, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, plus de serverless, parce que le serverless, l'idée du serverless, justement, c'est que ce sont des services qui ne se déclenchent que quand on en a besoin. Troisième phase, on va essayer de tout ce qu'on a déterminé là, de l'automatiser, de l'inclure dans un workflow et d'industrialiser l'ensemble de ce processus-là, avec des recommandations qui sont poussées aux équipes, sachant que les équipes ne vont pas les appliquer aveuglément, parce que si on dit, bah, tiens, peut-être que là, il y a quelques pouillèmes à gagner, quelques euros à gagner, mais que ça nécessite 3 jours de travail, ce n'est pas la peine. Enfin, voilà. Donc, il faut avoir ce dialogue permanent entre l'équipe centrale et puis les gens qui font sur le terrain, les devs, les ops. Et ce cycle-là, comme je le disais, c'est un cycle d'amélioration continue. On ne s'arrête pas à une des 3 phases et à chaque passage sur le cycle, on s'améliore et on considère davantage finalement de choses. Donc, comme je disais, l'ensemble des lignes de facturation, il faut les suivre dans des tableaux de bord. Donc, ça, c'est franchement la base. Étiqueter les ressources et pouvoir les suivre dans des tableaux de bord, quels que soient les fournisseurs de cloud que vous utilisez. Et puis, autre chose très importante, c'est que ces tableaux de bord-là, cette information-là, il faut être le plus transparent possible et la pousser notamment aux équipes et notamment aux équipes DevOps. Et là, il y a ce qu'on appelle l'effet Prius. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous-même vous êtes possesseur d'un véhicule hybride. Ce qui est super intéressant, c'est que quand on a ce type de véhicule, on a un feedback immédiat de ses actions sur les pédales, sur l'accélérateur, sur le frein. On sait si on est en train de recharger la voiture ou pas, si on économise de la batterie. Et finalement, on va faire une utilisation plus judicieuse des ressources si on a ce feedback immédiat, si on sait que la façon dont on se comporte peut influer. Et là, on peut dire aux développeurs, aux équipes DevOps, bah, tiens, toi, ton objectif, ça va être de faire un certain nombre de réductions. Et au-delà de tu vas faire des économies pour l'entreprise, ça peut être de dire bah, tu vas aussi faire des économies pour ta propre équipe. Parce que si tu arrives à économiser l'équivalent d'un ETP, par exemple, c'est peut-être ton équipe qui va pouvoir en bénéficier directement et grossir. Et puis, avantage non négligeable, c'est de se dire bah, moins tu utilises de ressources, moins tu gaspilles, plus tu as un impact sur la sobriété numérique, sur l'environnement. Contrôle de gestion qui a été un des grands oubliés dans le passage au cloud. Là, l'intérêt, c'est que le contrôle de gestion peut revenir dans le jeu, je dirais, et aider à déterminer à la fois la valeur et les coûts associés. Encore une fois, ce n'est pas grave de dépenser dans le cloud. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on dépense pour créer de la valeur. Et donc, c'est là où le contrôle de gestion reprend tout son sens. Il va pouvoir déterminer ça, il va pouvoir allouer les coûts, avoir de la visibilité sur les coûts, négocier les taux et suivre un certain nombre d'indicateurs. Donc, le taux de couverture, c'est quelles ressources sont couvertes par les négociations que j'aurais eues et la réservation d'instances que j'aurais faites, et puis bah, toutes les économies réalisées au potentiel qui auront été faites. Et puis enfin, du coup, au niveau des dirigeants et des métiers, là, pour le coup, on a une vraie visibilité sur la contribution de l'IT au business. Donc, il y a une communication qui avait du mal à se faire, on en reparlera avec nos invités de la table ronde, entre les gens de la DSI, les gens du métier. Et là, on peut de nouveau parler puisque tout est transparent, on sait quelles ressources sont attachées à quel coût. On peut anticiper, on peut faire des simulations sur les métriques métiers, c'est-à-dire que je peux dire, moi, métier, tel service, combien ça va me coûter d'ajouter telle fonctionnalité ou au contraire de retirer telle fonctionnalité, ou éventuellement de me dire, bah, ce service-là, finalement, je m'aperçois qu'il n'est pas rentable, donc je vais peut-être le supprimer, ou de me dire, bah, tiens, combien ça me coûterait là, de faire une offre promotionnelle et puis d'offrir 10 gigas en plus ou d'offrir tel service en plus à mes clients.
Et puis enfin, ça participe à la politique de réduction de l'impact environnemental de l'entreprise. Et là, ça va être important pour le bilan RSE et pour la réglementation. On y reviendra aussi dans notre débat. En résumé, pour cette petite présentation, pour nous, le FinOps, c'est une démarche culturelle et organisationnelle avant d'être une démarche technique. Hein, c'est vraiment une discipline avec conduite du changement, suivi, et c'est une discipline dans le temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le but, c'est pas seulement d'économiser de l'argent, c'est plutôt de créer de la valeur. Encore une fois, dépenser de l'argent dans le cloud, ça n'est pas un problème si ça suit des objectifs de business, de rentabilité. Et puis enfin, la pratique FinOps, pour nous, lutte contre le gaspillage et participe donc à la politique de réduction de l'impact environnemental. Voilà ce que je voulais dire sur le FinOps. On va en discuter avec nos invités. Je vais appeler Hervé Dumas, donc CTO groupe de L'Oréal et pilote du groupe de travail du CIGREF sur la sobriété numérique, à me rejoindre. Jean-Christophe Lessy, partenaire directeur du Boston Consulting Group et ancien DSI du groupe Veolia. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Hervé. Lise Breteau, avocate au barreau de Paris, experte pour le collectif greenIT.fr, et puis Julien Desmettes, membre de la task force FinOps du CIGREF et responsable Data Cloud de Veolia. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais arrêter de partager, comme ça on va pouvoir discuter. Voilà, plus tranquillement entre nous. Alors, messieurs, dames, je vais peut-être commencer avec Jean-Christophe qui a été DSI CTO dans pas mal d'industries. Je disais que le passage au cloud change pas mal de choses. Est-ce que c'est ce que tu as constaté? Et finalement, qu'est-ce qui change? Comment on aborde un système d'information cloud par rapport à un système d'information traditionnel? Mais en fait, Olivier, la comparaison que tu fais avec la Prius, moi, elle me plaît beaucoup. Parce que le cloud, ça ressemble à de l'informatique traditionnelle. Quand on a outsourcé les data centers, c'est un peu parti comme ça avec les approches IaaS. Mais ça n'en est pas, en fait. C'est totalement différent. C'est un nouvel objet. C'est une nouvelle façon de faire de l'IT. Et de délivrer des services numériques. Et c'est vrai que la Prius, on a l'impression que c'est une voiture, hein, on connaît ça depuis 100 ans, il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne se conduit pas pareil, ça ne s'utilise pas de la même façon. Si je joue avec la pédale d'accélérateur, comme tu l'as dit, je vais avoir une autonomie très très réduite et des ennuis assez vite. Et donc, c'est un peu le piège du cloud, parce que ça ressemble à de l'informatique traditionnelle et ça s'utilise de façon totalement différente. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est une façon de faire. C'est une culture de la mesure. On y reviendra. C'est une plus grande transparence. C'est évidemment une mise à l'échelle. Ça permet aux DSI et aux CTO de ne plus avoir recours à la fameuse boule de cristal qu'ils ont utilisée pendant des années et qui ne marchait pas. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et donc voilà, il faut tout revoir de fond en comble. Il faut apprendre à mesurer, il faut savoir arrêter des ressources quand on n'a pas besoin, etc. Mais je vais laisser la parole aux autres pour qu'on rentre un peu plus dans les détails. Hervé, peut-être ça fait écho ça quand Jean-Christophe parle de données et de mesures. Oui, Olivier, complètement. C'est dans l'évolution culturelle et pratique de l'IT d'entreprise, c'est un potentiel de gisement de valeur pour cette filière métier qui me paraît vraiment vertueuse pour mieux dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et on sait que ce voyage numérique, maintenant, on va dire le monde est numérique, il est là pour rester, il y a une prise de conscience générale, une accélération de cette tendance dans le monde dans lequel nous vivons depuis plus d'un an, qui est là, qui est posée. C'est une belle opportunité pour amplifier ces axes de valeur et faire en sorte que cette filière métier, c'est utile, c'est important dans la vie d'une entreprise aujourd'hui, puisse nouer
jour après jour, à travers ces niveaux d'apprentissage, un dialogue vertueux basé sur la donnée, basé sur l'analyse, compréhensible, facile à utiliser, au bénéfice effectivement de tous les autres points que tu as soulevés en termes d'agilité, de flexibilité, de modernisation, de technologique et d'abstraction d'infrastructures, notamment au service de l'entreprise. Ça, effectivement, comme le disait Jean-Christophe, c'est un apprentissage de nouvelles pratiques, de nouvelles approches et d'expérimentation. Moi, j'interviens pour se faire parfois sur des problématiques de dialogue entre CTO, CIO d'un côté et puis direction de l'autre pour démontrer la valeur des projets cloud qu'on est en train de faire. Est-ce que là, pour le coup, ces données-là peuvent aider dans ce dialogue? J'en suis intimement convaincu parce qu'une des difficultés historiques, ça a été de mesurer en fait un système numérique dans un système d'information. Un des avantages du cloud, c'est que tout est mesuré. On doit avoir une approche de segmentation différente. Alors, tu as parlé des attributs, du plugin, etc., mais qui permet d'associer usage, valeur, intensité d'usage des métiers, des utilisateurs, avoir les bonnes clés de lecture suivant les interlocuteurs, financiers, métiers, application owner, product owner. Tu as parlé aussi évidemment de la chaîne des acteurs du DevOps. Et ça permet de ce langage commun, en fait, il doit être co-construit. Et ça, c'est un puits de valeur, on va dire, ces données, pour construire ce langage commun. Peut-être que Julien peut illustrer avec des exemples concrets. Je vois aussi on reconnaît tous les avantages du cloud en termes de niveau de service, de disponibilité, de performance, de fiabilité mise à l'échelle. Mais parfois, on va dans le cloud pour essayer aussi de faire des économies, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas en fonction de la stratégie qu'on a décidé de prendre. Si on veut faire par exemple des migrations en masse, du lift and shift, c'est pas le meilleur moyen de faire des économies quand on va dans le cloud. Alors que il y a des préjugés comme quoi le cloud est moins cher, pas forcément. C'est moins cher si on s'y prend bien et si on met en place justement cette culture FinOps au sein des équipes. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dès le début, parce qu'on s'est rendu compte en effet quand on a reçu nos premières factures de nos cloud providers que c'était un modèle de consommation qui était complètement différent de nos modèles précédents, et donc du coup on a été accompagné sur cette acculturation dans un premier temps des équipes opérationnelles, donc des personnes qui construisaient le cloud chez Veolia, des équipes techniques pour comprendre ce nouveau modèle, les managers, et progressivement, on a étendu cette acculturation à l'ensemble des strates de notre DSI, puisque le cloud, c'est beaucoup de personnes qui consomment ces services, des développeurs, des CISOPS, des architectes, des clients, des partenaires, etc. Beaucoup de gens qui consomment. Et au début, assez peu de gens qui se soucient de la consommation. En gros, les personnes qui se soucient de la consommation, c'est le responsable du centre de coûts et le CFO. Et donc, à un moment donné, on est confronté à cette problématique de propager cette connaissance sur l'ensemble des strates pour justement faire des économies et que tout le monde soit aligné sur ce nouveau modèle, tous ces nouveaux paradigmes financiers. Et donc ça prend pas mal de temps. Et les messages, il faut bien choisir en effet les messages qu'on souhaite véhiculer. Alors, il n'y a pas que le paradigme financier. Je soulignais tout à l'heure la politique de réduction de l'impact environnemental. Je vais peut-être laisser la parole à Lise Breteau là-dessus. Lise, vous accompagnez les entreprises sur ces sujets-là, sur les sujets RSE, législation à venir, etc. Est-ce que finalement, cette problématique ne devrait pas être au cœur des préoccupations à la fois des CIO et
et des CEO, en fait, parce que de toute façon, on ne pourra pas y échapper. Alors, effectivement, on va difficilement pouvoir échapper très longtemps à ce sujet, cloud ou pas cloud d'ailleurs. Alors, de manière générale, je voudrais dire deux mots à propos du cloud Ouais. pour réagir un petit peu à ce qui a été dit auparavant par mes collègues. Dans le cloud, juridiquement, on n'est pas tout à fait sur la même logique contractuelle que dans les contrats classiques, contrats d'intégration notamment. Là, quand on parle de cloud, on est plus sur un service, plus sur un projet. Donc, ça veut dire qu'on va construire les contrats différemment. On va davantage être orienté sur le résultat, le service, le résultat offert par le prestataire, davantage que sur un partenariat avec le prestataire de cloud. Et donc, on a un risque, le grand risque qu'on a dans le cloud, c'est le risque de dépendance, l'absence de visibilité sur ce qui se passe dans le back-office. Donc, ça veut dire qu'on risque de perdre la maîtrise sur l'aspect financier, l'aspect technique, le bon fonctionnement d'un système, etc. Problème qu'on a un petit peu moins en mode projet, puisqu'on fait partie de l'équipe qui va installer le système. Et je trouve intéressant le FinOps à cet égard parce que ça permet de remettre un petit peu de projet dans le contrat. Ça permet de se réapproprier un petit peu le service qui est fourni par le prestataire en se réorganisant en interne et en créant un vrai projet d'entreprise autour de ce chantier informatique. Donc, je trouve intéressant juridiquement de changer un petit peu cette approche et de sortir un peu de cette approche très orientée service pour y remettre un petit peu de visibilité et pour y remettre un petit peu de suivi au quotidien par l'information qu'on obtient du prestataire, par des reportings, des indicateurs, des niveaux de service, etc. Donc, remettre un petit peu de partenariat. Alors, ça peut vouloir dire que le partenariat ne se fait pas forcément avec le prestataire de cloud, mais au moins avoir une espèce d'équipe projet en interne dans l'entreprise ou dans le groupe pour suivre ce chantier. Et le cas échéant, à l'aide d'un prestataire externe, un peu en mode assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc juridiquement, c'est intéressant de voir que la structure même du contrat cloud peut évoluer avec le FinOps pour en faire quelque chose qui soit plus projet. Et vous parliez tout à l'heure de création de valeur, et je trouve que ça raccroche bien le wagon avec la création de valeur. Il y a un autre aspect, si je peux me permettre aussi, hein, c'est qu'une idée qu'on développe, alors j'en ai pas forcément parlé là, mais une idée qu'on développe dans le livre blanc, c'est que le cloud, par sa nature mutualisée, est aussi un atout finalement assez indispensable pour les entreprises, pour le SI d'entreprise finalement, sur la partie réduction de l'empreinte environnementale. Voilà, on est d'accord. Voilà. J'y viens. Donc ça, c'était sur la partie purement contractuelle. Après, sur la partie impact environnemental, effectivement, le cloud, c'est de facto intéressant du fait de cette mutualisation. Puisque, effectivement, le mutualiser, ça veut dire qu'on n'a pas des équipements on-premise qui sont surchauffés ou surclimatisés ou surgérés, on va dire, ou mal gérés, ou sous-utilisés, surdimensionnés, etc. Là, on sait qu'on va avoir une ressource qui sera calculée au plus fin et mise à disposition au plus fin, vraiment qui correspondent aux besoins actuels, instantanés, immédiats de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que ça veut dire qu'on va moins gaspiller. Donc, de facto, le cloud permet d'avoir une démarche, de s'ancrer dans une démarche de réduction de son impact environnemental. Mais je voudrais quand même préciser à cet égard qu'il ne faut pas confondre l'impact énergétique, l'efficacité énergétique, avec l'impact environnemental en général. On a tous intérêt à réduire notre empreinte énergétique parce que ça veut dire qu'on va réduire nos factures. Donc, c'est toujours intéressant d'allier écologie et économie. Ça, c'est sûr que ça peut complètement aller ensemble. En revanche, là où il faut faire très attention, c'est que réduire l'empreinte énergétique, ça peut aussi vouloir dire augmenter son empreinte autre. Par exemple, un data center qui va moins climatiser à l'électricité et remplacer l'électricité par de l'eau, ça veut dire qu'il va transférer son impact environnemental
de sa consommation d'énergie et d'électricité vers une consommation d'eau. Donc, sa réduction, sa meilleure efficacité énergétique, elle va être transférée sur un autre impact environnemental. Donc, au global, peut-être que ce data center n'aura absolument pas réduit son impact global. Donc, il faut faire très attention quand on parle d'efficacité énergétique. Ça ne doit pas ce que se fait son confondre fournisseur de cloud. avec l'impact environnemental global. Pour calculer son impact environnemental global, il faut faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, qui est encore un autre projet, un autre type d'expertise, et qui ne se limite pas donc à une consommation d'énergie ou d'électricité. Je vais me tourner vers Hervé. Tu as écrit un rapport avec le CIGREF en collaboration avec le Chiffre Project cette fois. Est-ce que ce que tu lises là fait écho à tes propres réflexions et comment le CIGREF voit les choses aujourd'hui? Oui, complètement. Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir copiloter et de continuer à copiloter ce groupe de travail du CIGREF autour de ces problématiques d'impact environnemental des services numériques. Moi, complètement, là aussi, c'est une dimension de connaissance, de culture, de savoir-faire qui émerge et s'introduit progressivement dans les équipes informatiques d'entreprise. Ça s'accélère de plus en plus et on voit que l'ensemble de notre écosystème, parce que pour produire le service numérique, mettre en œuvre un système d'information, c'est énormément de contributeurs et que l'ensemble de plus en plus, l'ensemble de cet écosystème s'engage avec, effectivement, ce sont des problèmes complexes, comme décrit Lise, la compréhension du cycle de vie est extrêmement importante. Mais si on revient à notre sujet du jour, qu'est-ce qu'on peut observer? Même si le monde est imparfait, il s'engage de plus en plus dans une volonté de travailler dans les limites planétaires, en fait. L'analyse du cycle de vie, c'est exactement ça. Le rapport énergie, ressources consommées, que ce soit de l'eau ou des ressources non renouvelables dans lesquelles le numérique puise pour pouvoir construire ses équipements, etc. Donc, les différents leviers d'action, effectivement, ils sont quelquefois très en amont au niveau de la conception et du cycle de vie des équipements eux-mêmes. Et puis, comme le sujet du jour, c'est le FinOps, c'est autour du cycle d'usage à l'intérieur des entreprises pour pouvoir délivrer les services attendus par les métiers, les applications, leur modernisation, les nouveaux services, puisqu'il y a une appétence forte au numérique, il y a de plus en plus de nouvelles choses à faire. Et ça, il faut arriver à combiner ça, et puis la fin de vie. Donc, il y a différentes marches à franchir. La marche la plus évidente, c'est celle que tu as citée à plusieurs reprises, c'est très positif, hein, c'est d'éviter le gaspillage. Et puis ensuite, on travaille avec les grands cloud providers, c'est suivre leurs initiatives, les comprendre, de ce qui est de l'ordre de la compensation, et puis de ce qui est de l'ordre aussi de nouvelles options qui vont au cœur des data centers. Et effectivement, il n'y a pas que l'efficacité énergétique, il y a le mix énergétique, comment cette électricité est issue d'autres types d'énergie transformée pour pouvoir avoir et le mix en termes d'intensité carbone de l'électricité, qui peut dépendre d'une région à une autre, d'un cloud service provider à une autre. Donc là aussi, la culture FinOps doit embrasser ces dimensions de connaissance énergétique. Et puis, il y a aussi le suivi avec les cloud service providers du cycle de vie des équipements, comment, à travers des infrastructures mutualisées, à l'échelle, on va pouvoir améliorer et tendre aussi vers une forme de popularité au niveau des équipements, qui n'existait pas historiquement, où là, il y a d'énormes progrès à faire. Il commence à y avoir quelques données, quelques initiatives qui ne sont pas encore à l'échelle, mais qui sont intéressantes. Donc, il faut embrasser tout ça. Il y a des années de travail et travailler dans les limites planétaires, je pense que c'est un bon cadre, un bon objectif pour les 10 ans à venir. C'est essentiel.
Alors, enfin, ça fait partie effectivement des sujets de conversation qu'on a avec nos clients hein, sur les passages au cloud, mais je vais me tourner peut-être vers Jean-Christophe. Les clients que tu accompagnes, toi, dans le cadre du BCG, et donc sur les réflexions stratégiques, est-ce que ça rentre, ces notions à la fois d'économie et d'écologie, rentrent dans les réflexions stratégiques des entreprises sur le cloud? Ouais, de plus en plus. C'est quelque chose qu'on voit là. On est au-delà de l'émergence. Hein. Ouais. C'est une préoccupation principale, à peu près dans tous les secteurs. Hein. On le retrouve à peu près partout. Et c'est sûr que là, pour le coup, le recours au cloud est un argument de poids. Parce que effectivement, les entreprises et les clients qu'on accompagne là se rendent bien compte que, en fait, ils voient un coût à l'IT, ils comprennent que c'est un centre de coût, ils n'en comprennent pas toujours la valeur, Mmh. et c'est un des axes par lequel on peut rentrer un peu plus facilement dans un vrai discours autour de la valeur entre le CEO, le CFO et le CIO pour que voilà, pour leur faire confiance, pour leur faire prendre conscience en fait que les choses peuvent changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et je vois dans le chat là qu'on m'oppose que c'est aussi, ça sert aussi d'argument marketing, je suis d'accord, mais pas que, loin de là. Il y a un vrai changement profond, et c'est une excellente remarque. Il y a un vrai changement profond parce que euh, le dialogue entre le CIO et le CFO, jusqu'à présent, sans le cloud, avec des installations et des ressources on-prem, fait que, je parlais de boule de cristal tout à l'heure, le CIO n'a d'autre choix que de dimensionner ses infrastructures en fonction d'un usage qu'il prévoit ou que lui a assuré le métier demandeur de ses services numériques. Or, ni le métier ni le CIO n'ont la moindre idée de savoir si ça va marcher ou pas. C'est toujours extrêmement délicat. Et donc, on dimensionnait les choses on-prem, etc. Là, le dialogue est totalement inversé et largement assaini parce que si mes dépenses, je suis capable d'expliquer que si les dépenses IT augmentent quand je suis dans le cloud, que j'utilise bien le FinOps, que j'utilise bien le Pay as you go, que j'utilise bien le cloud pour quoi il est fait, euh, c'est le gage d'un usage des services numériques. Mmh. Et s'il y a usage des services numériques, c'est qu'il y a de la valeur. C'est que les utilisateurs y trouvent de la valeur. Et donc le dialogue qui consiste à dire oui, mes coûts augmentent, mais c'est pour la bonne cause et c'est forcément pour la bonne cause puisque je suis en pay as you go, ça inverse la charge de la preuve vis-à-vis des directions financières et du CEO. Et là, on peut établir un nouveau type de dialogue. Donc, ça n'est pas que un argument marketing. Alors, juste avant de poser une question à Julien, je rappelle à nos conférenciers, nos participants que pour poser vos questions, vous avez l'onglet questions-réponses plutôt que dans le chat. Ce sera peut-être plus simple. Et Julien, du coup, je vais te poser la question aussi hein, sur le côté marketing de la chose. Aujourd'hui, Veolia a une raison d'être euh, qui parle d'environnement. J'imagine qu'il est plus facile du coup de parler cloud dans ces conditions, mais enfin, entre le marketing et la réalité, on en est où du coup? Ouais, comme tu l'as dit, voilà, la réduction de l'empreinte environnementale, c'est dans la raison d'être, c'est dans les valeurs de Veolia. Et sa déclinaison opérationnelle au sein de l'IT, elle est essentielle. Et à deux niveaux. C'est un, ce qu'est la sobriété numérique. Et on a un levier formidable hein, qui s'appelle le FinOps, hein, qui est à la base une réduction des coûts. Mais le fait... Ah, ça lag un petit peu avec Julien.
Tu m'entends? Alors, on a entendu qu'on avait le levier du FinOps et après, on n'a plus entendu. Ah. On a perdu Julien. Pour revenir à un point essentiel, je pense qu'en termes de vision et de cible, je rejoins Jean-Christophe, c'est-à-dire que si une des missions nouvelles et magnifiques d'une DSI aujourd'hui, c'est d'arriver pas à pas à démontrer que sa courbe de consommation suit au plus près la courbe des usages. Et de la valeur. Et de la valeur. Parce que cette association usage-valeur, normalement, devrait être plus facile à faire, on va dire. Et c'est là où l'abstraction des infrastructures est un sujet clé. Et associé à ça, toutes les nouvelles pratiques, Olivier, que tu as citées, où effectivement, on peut être amené parce qu'il y a un existant et sa propre technologie en termes de services numériques, de workload, à faire en partie du lift and shift, qui doit être optimisé, qui doit être en partie transformé avec des premières marges de progrès. Mais c'est aussi derrière ça l'introduction de nouvelles pratiques d'architecture technique, plus orientées serverless, plus orientées parce que l'entreprise a besoin de flexibilité, parce qu'il a besoin de l'activité, et parce qu'il est, et c'est bien normal, ce que disait Jean-Christophe, de plus en plus impossible, imprévisible, imprédictible d'imaginer ce que va être l'intensité d'usage d'un service numérique. Et ça, c'est recouvrer, réintroduire la place à l'innovation dans l'entreprise. Alors on peut faire la jointure avec, il faut que les chèques soient rapides, ils ne coûtent pas cher, pour pouvoir réajuster, réorienter, etc. Mais c'est exactement ça, raccourcir les cycles, expérimenter, démontrer, mesurer, réajuster. Je parlais aussi tout à l'heure de la nécessité d'impliquer les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, notamment DevOps, sur ce sujet-là. Là, on a retrouvé Julien. Je vais peut-être lui poser la question parce que Julien, chez Veolia, maintenant, on a introduit une technique assez intéressante qui est quasiment de gamification en fait pour faire participer tout le monde. Oui, c'est un peu ça. C'est que voilà, aborder le FinOps uniquement sur l'angle économie financière. Donc, ça intéresse les directeurs financiers, les managers. C'est un peu éloigné des considérations, des préoccupations quotidiennes des équipes qui opèrent le FinOps. Et donc, du coup, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est en effet la gamification de cette activité autour de FinOps Challenge, c'est-à-dire on met en place des FinOps Day, par exemple, comme on peut mettre en place des Game Day sur les infrastructures, on peut mettre en place des FinOps Day où pendant une journée, l'ensemble de l'équipe s'occupe à trouver des leviers d'optimisation dans les applications, dans les infrastructures. On peut mettre en place de l'incentive aussi au niveau des collaborateurs. Et ça, c'est de plus en plus présent aujourd'hui chez Veolia depuis maintenant 2 ans. C'est que les collaborateurs sont objectivés, pour ceux qui s'occupent du cloud, évidemment, sur le FinOps et sur l'atteinte d'objectifs personnels en termes de FinOps. Et donc, et le fait de gamifier, de faire ces challenges, ça rend la chose un peu plus ludique et donc plus acceptée et plus intégrée, et on peut faire comme des battles, quoi. Enfin, voilà, entre collaborateurs, voire entre équipes, entre business units, pour justement aborder le FinOps sous un angle beaucoup plus sympathique que juste l'aspect financier. Et donc ça, voilà, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place au final, parce que quand on parle, quand on relie le FinOps aux valeurs de l'entreprise et aux valeurs des personnes également, la réduction de l'empreinte environnementale, ça touche tout le monde, autant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et donc quand on parle FinOps sous cet angle-là, les leviers d'action sont, à mon sens, beaucoup plus importants, beaucoup plus pertinents, plus efficaces. Lise, peut-être, ça a un impact aussi sur le côté ressources humaines de tenir ce discours-là.
sur le côté, est-ce que finalement les collaborateurs s'intéressent plus à l'impact environnemental qu'aux économies qu'on peut réaliser pour l'entreprise? Alors oui, bien sûr, la motivation des salariés est un levier de changement aussi en termes Mm. de réduction de l'empreinte environnementale, notamment du numérique, très clairement. Euh, Quand on a des collaborateurs qui sont un peu sensibilisés et qui sont un petit peu motivés pour amorcer ou motoriser un changement, Mhm. c'est toujours bon en interne pour une entreprise. Après, effectivement, on parle on peut mettre en place des outils juridiques pour essayer de structurer tout ça en interne. On parle de incentiviser, etc., dynamiser les choses, donner des objectifs. Et un des grands leviers de changement d'une culture d'entreprise, c'est clairement intégrer des objectifs, notamment dans la rémunération, sur l'atteinte de résultats environnementaux avec des indicateurs objectifs mesurables, précis, etc. et suivis. Et ça, c'est un des grands leviers d'efficacité du changement et de la réduction de l'empreinte environnementale, très clairement. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on discute aussi, Greffe. Je vais me tourner vers Hervé et puis vers Julien, hein, qui travaillaient tous les deux avec le SIGREF. Est-ce que ce sont des choses dont on discute dans les grandes entreprises françaises, ce type de levier d'action? Julien, je ne sais pas, tu veux peut-être commencer, mais J'ai pas entendu la question, excusez-moi, ça lag un peu. Oui, ce type de levier d'action, en fait, pour intéresser les collaborateurs avec des incentives ou autres sur ce côté réduction de l'empreinte environnementale, finalement, est-ce que c'est un des leviers pour mettre en place du FinOps Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le levier essentiel d'adoption d'une démarche FinOps au sein d'une organisation et pas uniquement d'une équipe. Oui. Voilà. Et comme je vous disais, hein, d'aligner l'approche FinOps au premier abord de réduction des coûts, l'aligner avec une raison d'être, une stratégie RSE et des valeurs d'entreprise et des valeurs humaines, la déclinaison de FinOps dans les équipes derrière, elle devient quasi naturelle et donc beaucoup plus simple à mettre en œuvre et beaucoup plus efficace. Et donc oui, pour moi, c'est aujourd'hui le levier essentiel. C'est pour ça que, d'un point de vue personnel, je parle de moins en moins de FinOps, mais de plus en plus de GreenOps. Ah. Voilà. Parce que ça devient aujourd'hui la préoccupation numéro 1. La réduction des coûts est une conséquence, doit être une conséquence. Ouais, c'est très intéressant, merci Julien. Pleinement, dans mon entreprise chez L'Oréal, où l'entreprise globalement, dans son ensemble, est engagée dans un nouveau plan qui succède au plan précédent, qui s'appelle maintenant L'Oréal pour le futur, qui est vraiment sur les aspects environnementaux et sociétaux engagés sur l'ensemble des dimensions, avec des objectifs nécessaires et ambitieux. Et là, pour faire cette jointure, au niveau de la communauté de la filière métier IT d'entreprise, il y a cette résonance et justement cette volonté d'engagement opérationnel. Qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui dans mon périmètre de responsabilité, sphère d'expertise, etc., pour améliorer la situation et contribuer à l'exécution du plan. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment arriver à opérationnaliser, à rendre le plus actionnable possible. Alors, cette dimension est celle que cite Julien est tout à fait exacte. Il y en a plein d'autres hein, sur l'environnement numérique de l'utilisateur, le digital workplace, etc., qui est un autre grand domaine impactant quand on fait une analyse d'impact et de cycle de vie des systèmes d'information. Mais sur le cloud, c'est fondamental et les équipes ont vraiment envie de s'engager, vraiment envie. Et c'est ce qui résonne le plus parce que c'est ce qui va donner du sens en fait, du sens aux actions, aux décisions, au dialogue
avec l'ensemble des parties prenantes. Et cette quête de sens est extrêmement positive dans la mission, les objectifs, les récompenses qu'une entreprise, dans son cadre de fonctionnement, peut donner aux collaborateurs. Et c'est quelque chose qui est… parce que réussir dans la tech, c'est vraiment une combinaison, pour moi, de blocs essentiels. Hein. Le bon cadre technologique. Donc, on a parlé d'un cadre technologique aujourd'hui, en particulier avec le cloud et ses usages, ses leviers possibles et ses points de vigilance. Mais c'est fondamentalement de l'humain. On l'a bien vu à travers tous nos échanges, toutes nos discussions, c'est le savoir utilisé au service d'un contexte, d'une ambition, du business, d'une fluidité, d'une rapidité. Il y a aussi une dimension de sécurité. On a parlé beaucoup de flexibilité, de pouvoir d'éviter d'essayer de prévoir l'imprévisible, etc. Il y a toutes ces dimensions qui sont des axes de valeur, de richesse et de progrès pour une entreprise, avec en plus, effectivement, et ça vient résonner pleinement, cette préoccupation d'un meilleur pilotage de l'impact environnemental d'un système d'information, dans aussi une démarche d'amélioration continue, marche par marche, pas à pas, comme le disait Julien, à travers des étapes, des gamifications, du partage, des réussites et des échecs, c'est aussi important, et de favoriser comme ça un désilotage et une dynamique collective où chacun va pouvoir contribuer et amplifier le sens de ses actions. Alors, il faut quand même un soutien du management pour diffuser cette culture, hein, comme toute démarche, tout principe. Dans vos entreprises respectives, chez Veolia, chez L'Oréal ou les autres où vous êtes passé ou dans lesquels vous avez l'occasion de travailler, comment ça se passe? Est-ce que le CEO finalement appuie cette démarche-là? Est-ce que ça se passe qu'au niveau de la DSI? Enfin, voilà, comment… Est-ce qu'il faut un sponsor? Comment ça se passe dans votre expérience? Au sein de Veolia, je dirais que le sponsor est au plus haut niveau, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on est aligné, la sobriété numérique et dans les valeurs fondamentales des activités de Veolia. Et dans tout ce que produit la DSI en termes de solutions digitales, ces solutions doivent être en permanence alignées avec les valeurs de l'entreprise et parfois même, enfin souvent, on produit des solutions digitales pour réduire l'empreinte environnementale de nos clients. Et donc, ces préoccupations sont complètement intégrées dans la production de la DSI aujourd'hui. Et le sponsorship est évidemment au plus haut niveau de l'organisation. Et chez L'Oréal? Je partage pleinement et c'est aussi un cheminement. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu le bonheur d'avoir la nomination d'un Global Tech Sustainability Director. Donc, ça, c'est la partie gouvernance, animation, coordination de la feuille de route globale de l'entreprise. Mais c'est un symbole fort, même si ensuite, effectivement, ça ne repose pas que sur ces épaules-là, mais c'est un élément extrêmement important et nécessaire dans une organisation, dans une grande organisation globale, très proche de la direction générale et qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'entreprise, dans ses ambitions environnementales et de contribution aussi sociétale. Parce qu'il y a vraiment l'ensemble de ces dimensions. Donc ça, c'est extrêmement bien en termes de gouvernance et ça démontre bien l'émergence au bon niveau de ce niveau de préoccupation. Et ça embarque, je veux dire, c'est un cran supplémentaire, un facteur d'embarquement de l'ensemble de la filière IT et qui fait la jointure avec la préoccupation et la vision d'entreprise sur la tech compte et va être au cœur du futur de l'entreprise dans sa mission
Je vais Donc, poser la question aussi à Jean-Christophe. Je sais que tu dois nous quitter dans 5 minutes. Tu as une contrainte, tu ne pourras pas être avec nous pour le question-réponse. Je suis Mais désolé. comme ça, non, mais comme ça, on va conclure en fait avec toi. Les entreprises aujourd'hui avec qui tu discutes avec le PDG, tu discutes avec le DSI. À quel niveau ça se passe en fait, cette réflexion Cloud, FinOps et même GreenOps du coup? Et GreenOps, oui, parce que Merci Julien. On va t'attribuer la paternité de cette marque. Non, mais c'est sûr que là, il y a quelque chose à jouer. C'est-à-dire que Lise, tout à l'heure, parlait de réconcilier économie et écologie. Là, on peut même aller un cran plus loin en réconciliant création de valeur et écologie et optimisation des ressources. Et donc, c'est un des domaines, un des rares domaines hein, où on n'est pas dans l'écologie punitive. Cette fois-ci, on est vraiment dans, dans le niveau que un peu tout le monde cherche. Et là, il y a un champ d'application qui est absolument génial. C'est-à-dire qu'on sait réconcilier la création de valeur avec l'optimisation des ressources. On montre que ça n'est pas incompatible et que ça n'est pas une fatalité. L'idée, c'est pas de faire moins de digital, mais beaucoup mieux de digital euh, pour, pour arriver justement à créer de la valeur. Alors, quand en plus on crée de la valeur pour optimiser l'impact environnemental, comme ce qui se passe chez Veolia, alors ça c'est encore mieux. On a les deux, on a toutes les facettes du concept, mais voilà, moi je pense que le FinOps va arriver de plus en plus là-dessus. C'est à la fois un outil de discussion sur la valeur, et ça va réconcilier les CEO et les CIO autour d'un sujet qui vraiment est au cœur de l'entreprise, qui est la création de valeur tout en optimisant les ressources. Donc, on est là sur un champ qui est à défricher et qui est très, très prometteur. Je voudrais laisser la parole à Lise aussi, presque en juge de paix pour une fois et pas en avocate, par rapport à la législation actuelle et aux réglementations qui sont en cours d'élaboration. Est-ce que ce dont on a discuté là, finalement, va dans le bon sens et amène les entreprises justement à être en phase avec cette législation? Alors aujourd'hui, la législation ne s'occupe pas du fond. C'est-à-dire que vous pouvez organiser votre cloud, votre FinOps, GreenOps, vos opérations SI comme vous l'entendez. Vous n'avez pas d'obligation légale en ce sens. Et notamment, vous n'avez pas d'obligation légale de verdir vos SI, votre cloud, vos opérations, etc. Là où il peut y avoir des obligations, enfin, je parle de manière transversale. Là où il peut y avoir des obligations, ça va être sur le reporting. Article 173 de la loi sur la transition Énergétique. toutes les obligations de reporting qu'on appelait RSE, maintenant DEF, toutes les obligations de reporting extra-financier, etc. Ce sont des obligations d'expliquer ce que vous faites. Ce ne sont pas des obligations de faire quelque chose ou autre chose. Ce sont des obligations que vous prenez, des engagements que l'entreprise prend à son compte. Et c'est exactement la même démarche dans la raison d'être issue de la loi Pacte. La société, par exemple Veolia ou d'autres, prend l'engagement vis-à-vis de la société d'assumer quelque chose de l'ordre de la préservation de l'environnement et, comme disait Jean-Christophe, de la création de valeur liée à une approche écologique. Donc, on n'a pas d'obligation de fond. On a des obligations disons, de forme, de reporting, d'information et d'engagement pris vis-à-vis de la société. Après, attention à ça. On parlait de marketing tout à l'heure, de la démarche marketing. Ça peut de moins en moins être une démarche purement marketing parce qu'on a de plus en plus des gens qui vont aller fouiller un peu ce qu'il y a dans les reportings, ce qu'il y a dans les déclarations. Et il y a un sujet qui émerge de plus en plus dans les instances législatives, c'est le sujet du greenwashing. Et attention au greenwashing parce qu'on aura de plus en plus des risques de contentieux
en cas de déclaration publique qui ne sont pas derrière suivies des faits ou suivies de ressources ou de projets ou de démarches. Hein. Il ne s'agit pas d'arriver tout de suite en haut des marches, mais comme disait Hervé tout à l'heure, c'est une démarche d'amélioration continue. Il faut savoir équilibrer un peu ce qu'on dit et ce qu'on fait. Au risque donc de cet éco-blanchiment. Mais aujourd'hui, les entreprises ont les mains quand même relativement libres pour définir leur stratégie environnementale. Et c'est bien de s'en saisir maintenant, tant qu'on peut encore s'amuser un peu avec les outils qui existent, et tant qu'on n'est pas encore trop cadré par une réglementation qui serait effectivement punitive. Ouais. Et ce qui est en phase avec ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est que le FinOps permet de maîtriser l'ensemble de ces paramètres-là, d'avoir de la visibilité et donc d'alimenter cette démarche de reporting extra-financier. Ce qui conclut notre table ronde. Merci à tous les participants. On va remercier Jean-Christophe qui doit nous quitter. Merci à vous. Et puis on va passer, au revoir Jean-Christophe, et puis on va passer aux questions de nos participants. Alors, première question que je vois, avez-vous des retours d'expérience pour la mise en place de KPI sur la création de valeur, aide à la corrélation entre augmentation du coût et de l'activité, puisqu'une hausse des coûts n'est pas forcément négative. Non, ça, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement. Nous, on l'a vu chez des clients où effectivement, on sait quel service dépend de quel morceau d'IT, je dirais, et on peut corréler la valeur business et le coût. Mais est-ce que vous avez mis des KPI en place dans vos entreprises là-dessus? À mon niveau, je ne pense pas. Il est difficile de calculer la création de valeur liée au développement des solutions digitales. Enfin, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Hein. C'est un sujet qui est quand même assez récent. Et c'est également c'est pas évident au démarrage de calculer l'empreinte environnementale d'un service informatique, d'un service applicatif. On peut le voir sous la forme d'un grand ensemble. On peut avoir une estimation macro de l'empreinte environnementale de l'IT. Descendre au niveau d'un service, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce que les cloud providers ne fournissent pas forcément toutes les métriques nécessaires à ce calcul-là, parce que le SI est fait d'une certaine manière, parce que la politique de taille, peut-être, par exemple, dont on a parlé au début, n'est pas totalement mise en place, etc. etc. Donc, l'aspect FinOps, économie et création de valeur associée, faire ce lien n'est pas évident aujourd'hui, je pense. Non, c'est pas du tout évident, mais c'est tout, effectivement le cycle d'amélioration. Et voilà, c'est ça, réconcilier les sales avec l'IT, mesurer l'impact environnemental total depuis la conception d'un service informatique jusqu'à son usage auprès de nos clients aussi. On pourrait imaginer que les solutions que développe Veolia, on arrive à mesurer leur empreinte environnementale et ensuite à mesurer l'économie d'empreinte environnementale qu'elle génère chez nos clients également, pour, à la limite, avoir une empreinte négative sur ces applications-là. C'est-à-dire qu'ils génèrent plus d'économies au niveau de l'environnement qu'elles n'en génèrent. Il y a une autre question qui rejoint celle-ci sur bâtir des KPI sur la bonne utilisation du cloud et comment s'assurer qu'une dépense dans le cloud apporte de la valeur. On est sur le même type de question. Je dirais que nous, quand on met en place des infrastructures cloud par rapport aux besoins, on fait cette architecture par rapport aux besoins business. De toute façon, on va choisir les technologies, on va choisir l'architecture par rapport aux besoins business et on a des abacs sur ce que devrait coûter l'utilisation d'une ressource. Et c'est là où c'est important d'avoir ces tableaux de bord et ces systèmes d'alerte pour détecter très tôt les anomalies. Et ensuite, par rapport au coût nominal d'une ressource, finalement, on peut se fixer des objectifs sur la réservation de cette ressource pour voir comment réduire le coût de ces ressources.
Ouais. Je vais compléter un petit peu ce que tu dis, c'est que voilà, on a une approche FinOps qui est souvent réactive. C'est-à-dire, on déploie une application, une infrastructure, on regarde combien elle coûte, et ensuite, on l'optimise par plein de leviers différents. Il faut se poser la question de savoir comment le FinOps peut être plus efficient en remontant cette approche dès la conception des services, en définissant des règles de design éco-responsables, on va dire, avec l'usage du cloud, avec l'usage des services serverless, par exemple, dont tu as parlé aussi, sur l'usage des processeurs qui consomment moins d'énergie, etc., etc. Sur le cycle de vie de la donnée également, mettre en place un cycle de la donnée et pas stocker des données inutiles pendant des années. Et donc, mettre en place ces règles dès la conception des applications fait que le FinOps devient natif et que derrière l'éco-conception, en fait. C'est ça, c'est complètement lié à l'éco-conception et que du coup, normalement, enfin, il y a toujours un petit big case à faire pour vérifier le coût de cette application, mais en général, ça ne présente pas de surcoût supplémentaire à passer sur ce genre de techno. Après, chaque cas est différent, mais en règle générale, je pense que c'est le cas. Et que, corollaire à ça, c'est que si on remonte le design via ces patterns éco-responsables, ça fait moins de travail ensuite pour les équipes opérationnelles. Également, de réduction de coûts, parce qu'on active du coup moins de leviers et ça génère moins de changements au niveau des infrastructures et ça impacte moins le métier. Donc, remonter tout ça au niveau du design est très vertueux, globalement, pour l'IT. Alors, j'ai deux questions aussi là qui sont arrivées qui vont un peu dans le même sens. Pourriez-vous donner des exemples de solutions FinOps qui pourraient agréger des données de plusieurs providers? Et puis, avez-vous une expérience du FinOps en environnement multi-cloud versus monocloud? Alors, déjà, un premier élément de réponse, et puis vous me compléterez sur le côté des exemples de solutions FinOps. Alors, pas forcément, c'est-à-dire que le FinOps, c'est avant tout une démarche organisationnelle, culturelle. On peut l'outiller, on peut prendre des outils du marché. Maintenant, ils sont relativement chers aussi, il faut voir ce qu'on veut faire. Et un premier niveau peut être de créer ses propres tableaux de bord et typiquement d'aller les déverser dans une base, un BigQuery ou autre, même en provenance de plusieurs clouds. Maintenant, je vous laisse répondre aussi, Hervé, Julien, sur le sujet. Olivier, oui, je pense que c'est très pragmatique et plein de bon sens que tu viens de dire. On en parlait en petite session, c'est la data. La data, elle existe, elle peut être mise à disposition. Il faut la capter et la déverser effectivement dans un point commun. Donc, on peut agréger différents cloud service providers en data d'usage. Dans une forme de data lake et travailler ces données, les représenter, les visualiser, etc. Donc ça, c'est une des grandes forces avec la paysation et le grand levier d'usage et d'automatisation du cloud. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui démarrent, je pense qu'il existe des templates et ça fait partie aussi des cultures des cloud service providers. Une bonne façon d'amorcer les choses en termes de capacité d'accompagnement. Ça fait partie des pratiques des cloud service providers en termes d'accompagnement client et puis de l'écosystème autour de l'accompagnement des entreprises sur le cloud. Donc, ça permet de démarrer pour ensuite, un petit peu comme le décrivait Julien à travers ce cheminement de Veolia, ensuite personnaliser de plus en plus, travailler sur ce qui compte vraiment, ce qui va être un levier actionnable parce que pertinent pour plein de raisons pour l'entreprise en termes de démonstrateurs, des leviers actionnables en termes de FinOps et d'aller de plus en plus. Effectivement, j'aime beaucoup cette ambition de dynamique, de plus en plus en amont dans la conception. En fait, les architectures techniques comptent énormément. Enfin, là aussi, c'est une des leçons des géants du web et des géants du cloud. Les nouveaux principes d'architecture technique
beaucoup plus serverless, beaucoup plus élastique, beaucoup plus automatisé, beaucoup plus juste, parce qu'au cœur de la préoccupation des géants du web dans leur business model, hein, ça vient aussi de préoccupations FinOps, pour pouvoir exécuter leur vision de services numériques à l'échelle dans des situations totalement inédites par rapport à l'histoire de l'informatique, hein, de centaines de millions, voire de milliards d'utilisateurs actifs sur des bases mensuelles ou hebdomadaires. Évidemment, l'architecture technique compte énormément pour dépenser au plus juste et délivrer la bonne expérience. Donc, tu parlais de jointure avec il y a différents patterns, hein, sur la recherche de la jointure avec la valeur apportée. Ça va dépendre dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'on parle de fonctions métiers très orientées fonction support qui doivent être là et qui doivent être optimisées au plus juste. C'est un acte de valeur. De nouvelles initiatives très orientées sur la transaction commerciale online. On a vu l'accélération énorme du online dans le monde d'aujourd'hui, et c'est bien compréhensible. Donc là, il y a une jointure assez facile à faire sur la transaction commerciale online, mais il y a aussi plein de dimensions autour des ambitions numériques de l'entreprise sur une forme de progrès et d'innovation dans la relation client, la satisfaction client, qui se mesure un petit peu différemment en termes de valeur. Mais on va dire que globalement, et c'est ce qu'on observe sur le web, hein, les gens ils sont pas idiots. Un service numérique qui rencontre un succès, c'est qu'il est utile. Donc, les gens ne l'utilisent pas dans un monde numérique, et ça va être le cas, je pense, de moins en moins, de services inutiles, qui ne leur apportent pas de valeur, en fait. Donc, cette aventure-là, je pense qu'on peut essayer de la faire progressivement, modestement, avec humilité, mais on peut essayer de la faire dans un monde, on va dire, plus traditionnel de système d'information d'entreprise, qui est utilisé, et donc mesurer l'usage, c'est une façon de capter la valeur. Après, il y a quelques processus, on va dire, des transactions obligatoires dans une entreprise, mais sinon c'est fondamentalement un bon pattern, je pense. On a aussi quelques questions et remarques sur des besoins d'exemples concrets pour motiver des développeurs, des architectes, pour mettre en place, appliquer les recommandations qu'on leur ferait, ou qu'est-ce qu'on leur répond s'ils disent j'ai déjà provisionné mon budget, je n'ai pas besoin d'optimiser, par exemple. Qu'est-ce qu'on leur répond dans ces cas-là? Parce qu'effectivement, hein, c'est la problématique de voir le FinOps comme juste quelque chose pour réduire les économies et rentrer dans le budget. Si les gens disent moi, de toute façon, moi, je suis dans mon budget, donc je n'ai pas besoin de me préoccuper d'optimisation, là, on commence à avoir un problème. Il y a l'aspect mesure des coûts par application qui peut être intéressant à faire. Je développe une application X qui coûte autant, qui est utilisée par 50 utilisateurs, et une application Y qui consomme 2 fois moins pour 2000 utilisateurs. L'aspect granulaire du FinOps, je pense, est important pour mesurer les économies aux bornes de chaque périmètre applicatif, et de comparer. Le benchmark, c'est toujours utile. Comparer entre applications, comparer entre directions également. Dans le contexte actuel, il n'est pas dit que les budgets restent flats d'une année sur l'autre. Et donc ça, c'est le premier point sur l'angle typiquement financier. Après, je le répète, il faut aussi parler de sobriété numérique. Il faut aussi parler des valeurs. Le budget, il est flat, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire d'efforts. Si la personne qui répond ça, je pense, n'a pas forcément compris le contexte écologique mondial dans lequel on est et ce qui nous attend. Donc, je pense que c'est à chacun d'entre nous, aussi individuellement, dans notre périmètre de responsabilité, autant personnel que professionnel, de faire ces efforts de frugalité pour
pour participer à l'effort collectif. Mais tout le monde doit faire des efforts. C'est pas une personne qui doit en faire d'un côté et les autres pas. C'est tous ensemble. Et d'où l'intérêt d'avoir le sponsor au plus haut niveau, d'avoir une stratégie IT déclinée prenant en compte ces engagements de sobriété numérique dans l'entreprise. On n'est pas juste dans des considérations, pour moi, financières. Alors, l'idée de la comparaison, excuse-moi Hervé, l'idée de la comparaison, je la reprends parce que c'est effectivement quelque chose dont on parle aussi, nous, chez nos clients, hein, de pouvoir comparer comme ça entre équipes et puis de pouvoir se parler. En fait, c'est toute la partie communication conduite du changement qui est super importante, en expliquant que les recommandations qui sont faites ou les comparaisons qui sont faites n'ont pas un rôle punitif. Enfin, on n'est pas chez McDo, il n'y a pas l'employé du mois, mais c'est de l'amélioration continue et globale de l'ensemble des équipes. Oui, et je rejoins Julien, et de mémoire, je pense que c'est abordé aussi dans le livre, et je trouve ça très intéressant parce que en termes d'évolution de pratique, de posture et de gouvernance d'une DSI d'entreprise, prenons le cas le cas d'école que tu citais, Olivier, en entrée, en disant, bah voilà, j'ai pas envie de changer parce que, je présume, brutalement, j'ai pas envie de changer parce que sinon je risque de perdre mes capacités budgétaires. Faut inverser la logique. Notre responsabilité collective première, c'est face à une direction générale, de démontrer qu'on fait le meilleur usage possible des moyens, des ressources qui sont mises à notre disposition. Donc, si on arrive à optimiser ces moyens, ces ressources sur une dimension, utilisons intelligemment, collectivement, ce qui a été dégagé pour recouvrer un droit nécessaire à l'expérimentation, pour accompagner et anticiper de mieux l'évolution de l'entreprise, les attentes métiers, etc., le travail ensemble, ou pour pouvoir embaucher, pour pouvoir former, pour pouvoir… Enfin, voilà, on en vient là, répartition différente, donc c'est possible, et là où on dégage, on va dire, une nouvelle capacité dans un cadre donné budgétaire pour contribuer au progrès, à l'amélioration continue, à se dessiner un avenir pour la communauté de l'entreprise qui va, pas à pas, lui permettre de servir au mieux les ambitions numériques de l'entreprise, d'être toujours mieux armé, d'être de plus en plus en capacité d'anticipation, d'accompagnement, d'être force de proposition et pas subir systématiquement, parce qu'en fait, on a tous un enjeu extraordinaire à gérer par rapport à cette appétence, à cette accélération du numérique, à ce besoin. Pour pouvoir servir à l'échelle, il faut changer d'angle. Donc ça, c'est aussi un des axes de contribution pour moi du changement d'angle et des pratiques autour du monde de l'IT. Alors, on a aussi une remarque ou question assez intéressante sur le fait que quand on applique ces optimisations-là pour la consommation des ressources du cloud, quid des performances et de l'optimisation des performances. Est-ce que ça va de pair? Alors, je sais que nous, on a un process où de toute façon, il faut tester, il faut simuler ces performances-là, parce que on ne fait pas du FinOps au détriment des performances. Maintenant, est-ce que ça peut aider aussi les performances? On conçoit une architecture par rapport à des engagements de service qu'on s'est fixés. SLA, on peut parler de SLA, de SLO, de temps de réponse, etc. Donc oui, on conçoit l'architecture en fonction et on fait du FinOps en fonction de ces engagements. On ne va pas nuire à des engagements juste pour faire du FinOps. Par contre, sur des environnements sur lesquels on n'a pas ou peu d'engagement, on peut se permettre notamment sur les environnements hors prod, de développement, de tests ou des environnements de formation, de réduire ces performances en faisant du FinOps, en faisant des économies financières. Mais non, voilà. Sauf si on est en grave plan de réduction de coûts au niveau de toute une entreprise où là, il faut absolument faire des économies importantes.
on n'a pas le choix, ça tient de la survie. Donc là, oui, je pense qu'on touchera, on prendra des risques par rapport à ces engagements. Mais globalement, non, on ne fait pas de FinOps en réduisant le niveau d'engagement d'une application. Ça peut être un dialogue. Moi, je me souviens d'un pattern, hein, et là aussi, c'est intéressant d'être au bon niveau d'intimité et de connaissance du service numérique qui doit être délivré pour des usages métiers. Je me souviens d'un pattern un peu nouveau il y a quelques années où, lié aux caractéristiques et aux possibilités offertes par le Cloud Service Provider, on pouvait faire un choix d'avoir un service en sommeil ou d'avoir un service éveillé en permanence qui attendait potentiellement la sollicitation d'un usage client interne. Sachant que l'impact sur l'expérience utilisateur était très différente. D'un côté, très optimisé, le client interne devait attendre plusieurs secondes, voire plus d'une minute pour avoir le service attendu up and running. De l'autre, il y avait des ressources qui tournaient à vide en attente d'un usage potentiel. Et en fait, c'est un vrai dialogue avec les utilisateurs, le métier, etc. Et pour trouver le bon trade-off sur la partie effectivement environnementale, financière, expérience, la criticité du sujet. Et c'est quelque chose qui arrive à passer dans la bonne fréquence, je pense, quand c'est bien expliqué. Il y a même des sites web qui sont conçus pour des personnes malvoyantes, par exemple, qui sont utilisés par des personnes voyantes, parce qu'ils sont conçus d'une certaine manière à ce qu'il y ait les pages soient moins chargées et donc se chargent plus rapidement et où l'information essentielle est facilement trouvable au sein d'une page. Et donc ces pages sont en général moins consommatrices en ressources, elles sont plus légères et on constate que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent les utiliser, qui sont voyants. Donc, on peut là, en effet, se poser la question de la conception de nos applications et si un retour à la simplicité n'est pas également une voie principale. Oui, ça fait partie justement de la démarche d'éco-conception. Exactement. Je vais enchaîner sur ce côté GreenOps. Là, on a une question et puis Lise pourra peut-être répondre pour le coup puisque vous accompagnez pas mal d'entreprises. Quelles sont les actions de sensibilisation engagées sur les sujets GreenOps, culture cloud, etc. en interne auprès des collaborateurs, notamment les métiers, les équipes produits, développement, et en externe auprès des jeunes générations dans les écoles, notamment les écoles d'ingé? Est-ce qu'il y a des actions de ce type-là? Excusez-moi, je me suis déconcentrée parce que j'ai un rayon de soleil qui traverse mon écran. Oui, vous illuminez notre matinée. Voilà, c'est pas divin. Hein. C'est juste le reflet du soleil. Et donc, dans les entreprises que vous accompagnez, puisque vous menez des missions auprès des entreprises, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation en interne ou en externe? Donc en interne auprès des métiers ou des équipes de développement, en externe auprès par exemple des écoles d'ingénieurs sur ces aspects GreenOps, éco-conception et cycle de vie global et empreinte environnementale? Oui, il y en a, puisque bien sûr, il y en a, puisque il y a une demande. En interne, il y a une demande il y a une demande forte de la société civile et qui se retrouve en interne dans les écoles et dans les entreprises. Après, il y a peu de cadres. Il n'y a pas de cadre juridique en tant que tel. Tout ça se fait sur la base du volontariat. Donc, on met en place des choses dans le cadre des obligations RSE, dans le cadre, des engagements RSE plutôt, dans le cadre de plans internes, de volontariat, mais on n'a pas un cadre juridique véritablement structurant pour ce genre d'initiative. D'accord. Donc, encore une fois, ce sont des démarches isolées, je dirais, personnelles. Voilà, des démarches personnelles. Exactement. Et pour compléter cette réponse,
Je voudrais revenir un peu sur la discussion qu'il y a eu juste avant, sur le côté évolutif, quels sont les bons indicateurs, comment est-ce qu'on embarque les équipes, comment est-ce qu'on fait accepter les nouveaux objectifs, les évolutions, etc. On peut aussi écrire des choses dans des documents de projet, dans des contrats, pour acter le fait qu'on est dans une démarche d'amélioration continue et pour acter le fait qu'on va avoir des besoins qui vont évoluer au fur et à mesure qu'on apprend, parce qu'on apprend en marchant. Et ça, c'est tout à fait possible de le dire dans un contrat, dans des clauses, de dire, voilà, on sait qu'aujourd'hui, on en est là, on ne sait pas exactement de quels indicateurs on aura besoin, on n'a pas encore complètement défini nos objectifs, mais on a des grands axes stratégiques. Et merci de bien vouloir intégrer ce principe-là à nos discussions. Et merci d'accepter le fait qu'on va rediscuter certaines choses pour de plus en plus affiner notre gestion, notre suivi dans un sens environnemental, dans un sens économique, dans un sens utilisateur. Enfin bref, en tout cas, ce sont des choses qu'on peut tout à fait cadrer contractuellement. Donc, Hervé, Julien, vous faites de la sensibilisation au niveau du SIGREF. Est-ce que vous faites aussi de la sensibilisation au niveau des écoles d'ingénieurs, par exemple, sur ce côté éco-conception et FinOps? Alors moi, non, personnellement, pas encore. C'est une très bonne question, Olivier. Pas encore non plus me concernant, mais c'est quelque chose auquel on a déjà pensé, etc. Parce qu'effectivement, c'est bien toute la filière qui cherche à évoluer et que effectivement, dans la partie, on le constate en entreprise en termes de transmission de connaissances, d'accompagnement, on va dire de sensibilisation d'une filière métier dans toutes ses composantes, parce que c'est des choses qu'on sait mener, etc. et qui peut se décliner dans le monde de l'éducation parce que ça compte énormément. Il y a en plus d'intérêt. Je suis convaincu que ça va se faire dans un avenir proche. Il faut trouver le mode. Il faut que ça s'inscrive aussi et que les programmes de formation évoluent. Ce sont des cycles longs, parce qu'il faut se former. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir mener, oui, effectivement, dans les années à venir. C'est une évidence. Et que ce soit à travers des initiatives d'associations, de communautés, etc., SIGREF ou autres, c'est une évidence que c'est une source d'interaction vertueuse et une préoccupation. On le voit, nous, sur le sujet du recrutement. Dans les préoccupations des collaborateurs et des profils tech, etc. C'est une préoccupation forte. Il y a évidemment le track record technologique et les technologies qui sont manipulées, qui sont de plus en plus présents en termes de préoccupation et d'attente des collaborateurs, et aussi l'aspect environnemental et sociétal, le niveau d'engagement et le plan et les réalisations de l'entreprise par rapport à ça. C'est quelque chose qui ressort de plus en plus et c'est très sain. Et je pense que c'est un cercle vertueux qu'il va falloir amplifier, instaurer, où chacun va pouvoir… Et on le voit en interne aussi, je le disais au début de notre intervention, où finalement on faisait du FinOps un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire que les ingénieurs ont quand même à cœur, globalement, d'optimiser la façon dont ils utilisent les services et de discuter, et ça c'est aussi une action qu'on mène, c'est de discuter avec les métiers sur la façon dont ils vont utiliser, qu'est-ce qu'ils prévoient par la suite, et bien concevoir l'architecture en amont, passer du temps à concevoir cette architecture est super important pour la suite. Alors, il y a une chose aussi, c'est, bon, on n'a pas de visibilité là-dessus, mais il y a des projets de texte actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Pour renforcer un petit peu la sensibilisation au numérique durable, on va dire, à l'école pour les enfants, et aussi intégrer des modules d'éco-conception de services numériques dans les formations des ingénieurs informatiques. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont été menées par le Sénat, qui a adopté une proposition de loi très récemment sur la sobriété numérique. Bon, on ne sait pas quel sera le sort de cette proposition de loi qui vient d'être transmise à l'Assemblée nationale, qui a elle-même un agenda complètement surchargé.
Mais en tout cas, le sujet commence à émerger. Ça va dans cette direction-là. Bon, à savoir quand on aura des textes obligatoires là-dessus, on ne sait pas. Mais le sujet émerge. Il est bientôt 10h30. Je cite une dernière question parce que la réponse est très courte. Une stratégie FinOps peut-elle bloquer une demande soudaine et élevée des utilisateurs? La réponse est ça dépend. C'est-à-dire que le FinOps, c'est d'instaurer un dialogue. Et c'est surtout pas bloquer finalement les initiatives du métier. Au contraire, c'est pouvoir instaurer le dialogue pour discuter. C'est-à-dire que s'il y a une hausse qui est une anomalie typique d'un usage d'une ressource, on va le bloquer forcément. Maintenant, si le métier discute bien avec le DevOps qui est normalement dans le cadre du FinOps qui s'opère, c'est de dire oui, il y a un besoin ponctuel et on va faire en sorte d'accompagner ce besoin-là. Surtout pas bloquer les initiatives métiers, au contraire, le FinOps, encore une fois, est là pour aider à créer de la valeur. Voilà, je remercie tout le monde. Merci beaucoup à tous nos participants, à nos intervenants. Vous aurez encore une fois dans le mail de remerciement le lien vers le livre blanc à télécharger. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. Des économies quand c'est possible, de la réduction de l'empreinte environnementale et puis de la création de valeur dans le cloud. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.